professeur Tshimangou va nous démontrer, ou tenter de nous démontrer que des conflits frontaliers et ou territoriaux pourraient éventuellement être à la base de la guerre dans l'est de la RDC, ou nous démontrer le contraire. Et aussi, avec cette présentation, de baliser des pistes de solutions durables à cette crise, où on entend régulièrement parler de prétentions territoriales de certains voisins du Congo. Ça sera une conférence avant tout technique, basée sur son monumental ouvrage et sur vraiment le processus de construction du Congo et de ses frontières. Donc ça sera un saut dans l'histoire, mais dans une histoire quand même beaucoup plus récente. Professeur, je vous laisse la place. Bonjour, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier l'association Mémoire du Congo, ses dirigeants. Cette association qui m'a invité pour donner cette conférence dans ce cadre prestigieux du musée de Tervuren. Je tiens aussi à remercier tous les participants. Parce que, comme on dit, pour qu'il y ait une conférence, il faut un conférencier et il faut le public. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de conférence. Je tiens donc à remercier tous les participants qui ont fait le déplacement pour venir ici, à Tervuren, pour suivre ma conférence. Je tiens à saluer tout particulièrement mes collègues professeurs de la faculté de droit de Kinshasa, qui sont dans la salle. Je pense au professeur Segiobe Bigira et au professeur Chamala, qui sont mes collègues à la faculté de droit de Kinshasa, qui sont venus assister également à cette conférence. Puisqu'il s'agit de mémoire du Congo, j'ai organisé mon intervention en 3 parties. Dans la première partie, puisque nous parlons des frontières du Congo, surtout de la frontière orientale de la RDC avec les États voisins, pour examiner les conflits éventuels et les solutions à ces conflits, j'ai donc organisé mon intervention en 3 parties. Dans la première partie, je vais essayer d'organiser une petite promenade pour les participants à la conférence le long de ces 11 000 kilomètres de frontières de la RDC pour montrer le travail pharaonique que les Belges ont réalisé en Afrique centrale. C'est très rapidement, première partie. Deuxième partie, je vais m'arrêter sur la frontière orientale de la RDC qui nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui, pour dire un mot sur la fabrication de cette frontière au 19e et au 20e siècle, et arriver dans l'actualité d'aujourd'hui pour dire est-ce qu'il y a des conflits territoriaux ou frontaliers. Maintenant, il y a la guerre depuis plusieurs années et comment mettre fin à cette crise de manière définitive, une solution durable. Et ça sera dans la 3e partie. Je vais commencer par la première partie pour organiser une petite promenade rapidement pour les participants dans le cadre des mémoires du Congo. Le pays dont nous parlons aujourd'hui a une longue histoire concernant ses frontières. Vous avez devant vous la première carte de la RDC. Première carte. Et dessinée par Sa Majesté Roi Léopold II et l'explorateur
Henry Morton Stanley. Stanley venait de passer 5 ans au Congo depuis 1879 jusqu'à 1884 au mois de juin. Il rentre à Bruxelles. Le roi Léopold II s'est trouvé à Ostende. Il est confronté à un problème sérieux de géopolitique. Le roi voulait faire reconnaître sa souveraineté sur le territoire de l'Afrique centrale qui venait d'être parcouru par Stanley. Au mois d'avril 1884, les États-Unis venaient de reconnaître Léopold II comme chef d'État, comme propriétaire des territoires qu'on appelait État libre. Ça a évolué. C'était au mois d'avril. Donc les États-Unis sont le premier pays au monde à reconnaître la RDC d'aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque Association internationale du Congo, comme un État. Stratégiquement, Léopold II voulait maintenant, après avoir obtenu le soutien des États-Unis, il voulait qu'en Europe, qu'il y ait aussi 2 pays européens qui reconnaissent sa souveraineté sur le bassin du Congo. Il devait obtenir d'abord le soutien du chancelier allemand, Otto von Bismarck. Et alors, il fallait qu'il envoie à Bismarck les limites, les frontières de l'État qu'il envisageait de créer en Afrique centrale. Alors, il fait venir Stanley à Ostende, il dit, bon, vous venez de rentrer du Congo, bon, dites-moi, mais ce pays, ce Congo, ben, ce territoire, quelles sont ses limites? Alors, à deux, comme le dit un historien belge, il y avait là un roi barbu, un Anglais moustachu, un journaliste. Alors, il dessine cette carte qui est devant vous, ce crayon. Et c'est cette carte, j'ai demandé à mon informaticien de bien préparer les choses. Et donc, c'est cette carte que vous voyez là, que le roi Léopold II annexe au dossier qu'il envoie au chancelier Bismarck. Et le 8 novembre 1884, eh bien, l'Allemagne reconnaît l'Association internationale du Congo comme un État, et cette carte que vous voyez était annexée au traité que Sa Majesté Léopold II venait de signer avec l'Allemagne. Voilà la première carte de la RDC. J'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver cette carte, mais je tenais coûte à la voir. J'ai pu finalement la voir dans les archives de la conférence de Berlin. Après cette carte, vous avez la deuxième carte, évolution, pour les frontières. Et là, nous sommes à la conférence de Berlin, de 15 novembre 1884, 26 février 1885. Quand les grandes puissances, les 14 pays se réunissent à la conférence de Berlin, se disent, bon, ok, bon, maintenant, ce bassin du Congo, il faut qu'on ait une idée sur ses limites, parce que c'est un bassin commercial. C'est là où nous allons faire les affaires, c'est là où nous allons faire, parce que le Congo est né, comme le disait mon collègue professeur Ségui Obé qui est dans la salle, bon, le Congo est né sur le marché, et moi j'ajoute que le Congo c'était un marché, voyez-vous. Et donc il fallait qu'il y ait des limites pour savoir où est-ce que nous allons. Et à Berlin, les grandes puissances ont chargé Baron Auguste Lambermont, les Bruxellois connaissent le boulevard Lambermont, c'est ce Lambermont-là justement, qui est chargé à la conférence de Berlin de présenter les limites du bassin conventionnel du Congo, et Lambermont dessine cette carte, et on a fait venir également le célèbre Stanley, parce qu'il était à Berlin, et on a dessiné cette carte. C'est la deuxième carte de ce qui deviendra plus tard la RDC, qui était établie à Berlin. Mais c'était le bassin conventionnel, ce n'était pas un pays. Après ce rappel historique, vous allez voir la RDC d'aujourd'hui. Les frontières ont beaucoup évolué. Vous avez la RDC d'aujourd'hui, plus ou moins 11 000 km de frontières, et la frontière la plus longue, c'est la frontière avec l'Angola. 2000
512 km, qui commence par l'océan, qui commence à l'océan Atlantique vers le sud, 2500 km, 2524 km, avec l'Angola. Deuxième frontière avec la Zambie, 2140 km. Troisième frontière avec la Tanzanie, 498, à peu près 500 km, Tanzanie. Avec le Burundi, 205 km. Avec le Rwanda, 213 km. Avec l'Ouganda, 817 km. Le Soudan du Sud, 787 km. Avec Centrafrique, 1577 km. Et enfin, avec le Congo-Brazzaville, 1544 km. Il faut ajouter cette frontière. Vous voyez, la frontière, ce que j'appelle la frontière bleue, ou le territoire bleu de la RDC, qui est là, dans l'océan Atlantique, avec la délimitation. C'est là où nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui avec l'Angola, avec l'exploitation du pétrole. On pourra en parler s'il y a des questions là-dessus. Donc, à peu près 11 000 km de frontières, nous parlons là. Ces frontières ont été délimitées par Berlin, parce qu'il y a souvent un malentendu sur cette question. Les frontières n'étaient pas délimitées à Berlin, parce que la France avait tenu, coûte que coûte, et c'était un accord entre les grandes puissances, pour dire que nous allons à Berlin, ce n'est pas pour aller régler le problème des frontières, parce que d'ailleurs, l'Afrique n'était pas suffisamment explorée, et personne ne connaissait l'intérieur du continent africain, à part Stanley qui avait fait le voyage le long du fleuve Congo. Et donc, on a dit, nous allons à Berlin, ce n'est pas pour aller discuter des questions de frontières ou de partage de territoire. Nous allons d'abord, c'est pour régler le problème du commerce. Et donc, ces frontières, nous reviendrons là-dessus, ces frontières ont donc évolué. Et nous avons là la frontière avec, dans le Bas-Congo, et cette frontière a été très bien délimitée, très bien négociée entre Léopold II et la Belgique plus tard, avec un homme extraordinaire, Alphonse Cabra, qui a travaillé du côté belge, qui a travaillé pour la délimitation de cette frontière sur le terrain. Les archives Cabra se trouvent à quelques mètres d'ici pour délimiter cette frontière. Nous avons, c'est ça la frontière que vous voyez en rouge, et on a parlé du Haut-Katanga et de Lunda. Tout à l'heure, nous avons envoyé un témoignage historique très important, c'est cette frontière-là qui a été délimitée. Vous voyez là. Et le Haut-Katanga, là nous sommes là, vous voyez le territoire en jaune, c'est ça le Haut-Katanga, dont on a parlé tout à l'heure avec le témoignage de M. Verink, historique très important. Et le cuivre dont on parle, c'est dans cette partie-là, dans la botte du Katanga ou le talon du Katanga, on parle. C'est la région fortement minéralisée qui est là. Il y a eu des négociations avec les Anglais pour pouvoir délimiter cette frontière, parce qu'il y a beaucoup de cuivre là-bas, beaucoup de cobalt, pour le Katanga. Le travail a été fait de manière remarquable par les Belges et les Anglais, avec un homme, un Belge extraordinaire, M. Fernand Gendarme, qui a conduit les équipes belges dans les années 20 et même après la Première Guerre mondiale pour délimiter cette frontière avec la Zambie jusqu'au lac Banguelo et jusque même au lac Tanganyika. Et surtout avec l'île de Kilo dont on parlait, vous avez là l'île de Poitou. La deuxième frontière, c'est avec le lac Tanganyika, mais avec la Tanzanie. Cette frontière est calme, il n'y a pas de problème.
elle est calme comme le lac Tanganyika, parce qu'on a divisé le lac Tanganyika en deux parties, et tout marche très bien. Il n'y a pas de conflit ni avec la Zambie, on a réglé les problèmes, ni avec la Tanzanie. Sur le lac Tanganyika, il reste tout simplement la question de savoir comment poser des bouées pour pouvoir démarquer le tracé de la frontière au milieu du lac Tanganyika. L'autre frontière qui pose des problèmes, c'est la frontière avec le Burundi, mais ce n'est pas un grand problème hein, avec le Burundi. C'est un petit territoire dans l'enclave des Gatumba, au niveau du triangle de Gatumba. Il y a des mésententes, mais ce sont des questions qu'on peut régler assez rapidement, et ce n'est pas ça qui fait une chose. Je reviendrai sur cette frontière que vous voyez là, parce que dans la deuxième partie, parce que nous allons nous concentrer sur la question de notre frontière avec le Rwanda en particulier. Je peux vous dire un petit mot sur la frontière avec le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, le seul problème qu'il y a à la base, parce que cette frontière, depuis l'époque de la conférence de Berlin, jusqu'à aujourd'hui, le traité a été conclu en 1906 de délimitation, mais on n'a pas posé des bornes frontières le long de cette frontière, et on a des difficultés de déterminer cette frontière sur le terrain, mais il n'y a pas de conflit entre les deux pays avec le Soudan du Sud. Mais il reste que le gouvernement congolais et le gouvernement sud-soudanais se mettent d'accord pour poser des bornes sur le terrain. C'est une longue frontière qui se situe dans la crête de partage des eaux du Nil et du Congo. Mais aujourd'hui, avec les techniques modernes, conscience que nous avons, on peut régler ce problème assez rapidement par la volonté politique des deux pays. Nous avons là au nord, avec Centrafrique, toute cette frontière que vous voyez à partir de la zone blanche, c'est de l'eau. Donc depuis la jonction de la rivière Uele et Mbomu jusqu'à l'océan Atlantique, c'est une frontière liquide, c'est de l'eau. Au 19e siècle, les Belges et les Français se sont battus là-bas, ils ont échangé des coups de feu, parce qu'il était question de savoir, est-ce que c'est la rivière Mbomu ou la rivière Uele qui doit constituer la frontière entre ces deux territoires. Bon, finalement, avec les négociations, on a retenu la rivière Mbomu comme ligne frontière naturelle, et qui a fait jonction avec l'Ubangi au niveau de Yakoma, et de Yakoma on passait par l'Ubangi, le fleuve Congo, jusqu'à l'océan Atlantique. Donc voilà, grosso modo, les grandes frontières. Nous reviendrons s'il y a des questions sur le sujet. Maintenant, je vais revenir sur la frontière, orientale de la RDC. Cette frontière, comme je vous ai dit, ne pose pas beaucoup de problèmes. Les traités ont été conclus. Je prends la frontière avec le Rwanda, où il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Cette frontière a été délimitée d'abord par le roi Léopold II seul, le 1er août 1885. Parce qu'à la conférence de Berlin, les grandes puissances lui ont dit, mais écoutez, nous vous reconnaissons la souveraineté sur un vaste territoire, mais il faut que vous puissiez donner une structure étatique à cet État. Il faut qu'il y ait des frontières, il faut qu'il y ait une structure étatique, un gouvernement, une administration, une police, une armée. Nous avons reconnu l'AIC comme un État, mais c'est une association, c'est une ONG. Bon, par hypocrisie, on a voulu régler le problème, mais il faut créer un État. Et c'est ainsi qu'après le mois de février 1885, au mois de mai, le roi Léopold a pris un décret pour qu'il y ait l'État indépendant du Congo. Et le 1er août
1885, eh bien, le roi fait une déclaration de délimitation des frontières de l'État indépendant du Congo. Il communique cette déclaration à tous les autres États qui étaient à Berlin. Tous acceptent. Aucun État ne proteste. Mais après, Léopold II signe quelques traités avec le Portugal, avec la France et avec l'Angleterre pour réaménager ses frontières. Et il fait une deuxième mise à jour le 28 décembre 1894, pratiquement 10 ans après la conférence de Berlin, et communique également cette mise à jour de frontières aux puissances de Berlin. Tous les États acceptent, aucun ne proteste. Mais malheureusement, il se produit en 1896 un problème à l'Est. Là, vous voyez cette carte rouge-là. Il y a la révolte des Batetela qui arrive là. Les officiers belges qui étaient là avec quelques soldats fuient devant l'avancée des rebelles des Batetela, qui étaient dans la colonne des commandants d'Anis, de Sandé, ce sont des détails historiques. Et les Allemands arrivent à la frontière. Vous voyez la ligne rouge oblique, c'était ça, la frontière qui était tracée par Léopold II, qui était acceptée par tous les autres États. Mais il se fait que, après avoir communiqué cette frontière aux autres États, l'Allemagne proteste. L'Allemagne considère que cette frontière en ligne rouge oblique que vous voyez là, cette frontière coupe le royaume du Rwanda en deux parties. Il passe même par la capitale Nyanza du royaume du Rwanda, qui est un tout petit royaume. Les Allemands disent qu'ils ne peuvent pas accepter cette frontière parce que c'est une frontière, voyez-vous, géométrique, mathématique, fondée sur les altitudes, les longitudes, les latitudes, avec des degrés, des minutes, des secondes, qu'on a tracés sur des cartes, mais sans avoir été sur le terrain, sans connaître les réalités sur le terrain. Les Allemands disent qu'on ne peut pas accepter cette frontière-là, il faut la déplacer. Ils proposent que la frontière soit placée au milieu du lac Kivu et que la frontière suive la rivière Ruzizi. Léopold II refuse. Et on est resté dans cette situation-là jusqu'au moment où Léopold II cède le Congo à la Belgique et la Belgique reprend les discussions avec l'Allemagne en 1910. Les réunions se sont tenues ici à Bruxelles pendant 3 mois, la même durée que la conférence de Berlin. Il y avait l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique ici à Bruxelles pendant 3 mois pour essayer de régler la question de la frontière, notamment avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Angleterre. Après discussion, pendant 3 mois, on a finalement décidé, on s'est mis d'accord, il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, c'est important, je vous passe tous les détails. On a décidé finalement de déplacer la frontière rouge que vous voyez pour de l'Est vers l'Ouest. En disant, bon, désormais, à partir du nord du lac Tanganyika, la frontière sera naturelle. Elle va suivre la rivière Ruzizi, qui relie le lac Kivu, vous voyez là, et le nord du lac Tanganyika. Et après, la frontière va prendre le milieu du lac Kivu jusqu'à arriver au niveau de Goma, de la ville de Goma. Donc la ligne médiane, comme on l'appelait à l'époque. Cela a été décidé le 14 mai 1910, ici à Bruxelles. On s'est mis d'accord. Au cours des négociations, l'Allemagne était intransigeante. J'en parle abondamment dans le livre. Pour l'Allemagne, il n'est pas question qu'on touche à un seul morceau du territoire
du Rwanda. Le Congo belge était déjà immense, c'était du lac Tanganyika jusqu'à l'océan Atlantique, lac Moero jusqu'au nord, jusqu'à Lubangui, jusqu'à l'hiver Mbomu. Et donc pour les Allemands, ne peuvent pas comprendre que la Belgique puisse se battre pour avoir un petit morceau de quelques kilomètres carrés dans les montagnes. La Belgique avait déjà tout un continent, le Congo belge, sur là-bas. Et donc il n'était pas question de laisser un seul centimètre carré du territoire du Rwanda historique être annexé au Congo belge. Et donc, je souligne ce point-là, les Allemands étaient plus extrémistes, plus intransigeants que les Rwandais aujourd'hui. Ils disaient, on ne touche pas à ce territoire. Nous avons commis beaucoup d'erreurs par-ci, par-là, en Afrique, ailleurs, en détruisant l'unité politique, les communautés, etc., qui étaient séparées. Mais ici, on doit respecter l'unité politique et l'unité territoriale du royaume du Rwanda qui était là depuis le Moyen-Âge, au XIIIe ou XIVe siècle. Et c'est ce qui était convenu. Et c'est dans ces conditions, vous voyez le point jaune sur la carte, c'est l'île Idjwi, qui est au milieu du lac Kivu, Idjwi, qui est l'un des 145 territoires de la RDC. L'île Idjwi, j'en parle abondamment dans le livre, était occupée par les Allemands en 1910. Les Belges avaient un poste colonial là-bas, suivant les arrangements de 1900. Je passe les détails. Alors, les milieux coloniaux à Berlin tenaient coûte que coûte à ce que l'île d'Udi reste une île allemande, donc au Rwanda. Les milieux coloniaux ici à Bruxelles, belges, disaient on ne touche pas à l'île d'Idjwi. On peut tous céder des territoires par-ci par-là, mais Idjwi doit rester belge, doit rester dans le Congo belge. Confrontation terrible. Ouais, mais on a mis un critère sur la table. On a dit bon, voilà. Tout territoire où le roi du Rwanda avait de l'influence, ça reste au Rwanda. Mais l'île d'Idjwi n'a jamais été soumise à l'autorité du roi Yoyi Musinga, qui était au pouvoir à l'époque. Et donc, l'Allemagne ne peut pas avoir ce territoire d'Idjwi, suivant le critère déposé sur la table par l'Allemagne elle-même. C'est-à-dire, Idjwi reste alors Congo belge. Pourquoi? Parce que l'île d'Idjwi n'avait jamais appartenu au royaume du Rwanda historique. Voilà dans quelles circonstances, en 1911, 1910, et puis 1911, on a fait l'échange de territoire. L'île d'Udi, les Allemands ont enlevé leurs soldats qui étaient là, leurs drapeaux, ils sont partis, et la Belgique a récupéré l'île d'Udi pour des raisons que je viens de vous indiquer. Je suis un peu surpris de voir que certains Rwandais prétendent que l'île d'Udi faisait partie du royaume du Rwanda. Mais ça, on pourra en parler dans la troisième partie. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a cédé l'île d'Udi et le Congo belge. Donc, la Belgique a cédé Changungu parce que la Belgique avait des postes coloniaux à Changungu et à Nyagagunda, de l'autre côté de la Ruzizi et du lac Kivu. Et donc, les Allemands ont récupéré Changungu, Nyagagunda, et la Belgique a récupéré l'île d'Udi, et Kamaronza et autres. Voilà. Ça, c'est là. Maintenant, nous arrivons au niveau des Goma, au nord, vous voyez là, ce qu'on appelle la ligne des volcans. Même débat. Pour les Belges, eh bien, nous devons respecter la ligne des volcans. Pour les Allemands, ils avaient des tendances, des ambitions de chercher à agrandir leur territoire. Il y avait un territoire contesté là-bas, on pourra revenir là-dessus en détail. Et là, après des discussions, pendant 3 mois, ici à Bruxelles, on a trouvé une solution. On a dit, bon, nous allons respecter cette ligne des volcans, parce qu'il y a 8 volcans là-bas,
Karisimbi, Nirangongo, Nyamulagira, Visoke, et surtout au nord, vous avez Sabigno, le professeur Segiobe qui est dans la salle, qui est originaire de Rutshuru, connaît très bien la région, il pourra peut-être nous en parler dans son intervention. Et donc on a dit, cette ligne des volcans, c'est ça que nous devons respecter comme frontière. La ligne des volcans, c'est, on va prendre une frontière orographique, on va prendre les sommets des volcans comme frontière naturelle. Et comme je l'ai dit, il y a 8 frontières là-bas. Disons 8 volcans. Et pour les populations locales qui habitaient le long de cette frontière, on a dit, bon, nous allons respecter la volonté des populations. Alors les populations qui sont au nord ou à l'ouest de cette ligne des volcans, ça c'est le Congo belge, donc la Belgique. Et du côté de l'est, ça c'est l'Allemagne. Alors les populations qui habitent le long de la frontière vont choisir pendant 6 mois. Celles qui voudraient traverser la frontière, décider, pour aller du côté allemand, bon, ils pourront, ces populations pourraient traverser les frontières, aller s'installer en Allemagne, donc au Rwanda. Et les autres pourront rester là-bas, resteront au Congo belge. Le rapport d'Emile Dersch, l'un des meilleurs officiers belges qui a travaillé, qui a dirigé cette région-là, il a fait un rapport en 1909 qui est dans le livre. Il y a certaines populations locales, surtout les Hutus, qui ont dit, mais nous, on ne part pas au Rwanda. Les Allemands nous donnent des fouets là-bas, ce sont des brutaux, etc. Le roi Yumusinga nous demande des impôts et des taxes. Nous, on ne veut pas aller vivre au Rwanda. Nous restons ici chez nous et nous sommes bien ici. Et les Belges qui étaient là, Mildesh et les autres, disent non, d'ailleurs, nous, vous pouvez rester avec nous. Nous, les Belges, nous sommes gentils, on ne va pas vous fouetter, nous sommes bien, il n'y a pas de problème. Si vous voulez rester, vous restez. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de Hutus dans cette région-là. Ils sont restés là déjà depuis... Ils étaient là bien avant 1910 et en 1910-11, ils ont décidé de rester au Congo belge et donc en RDC aujourd'hui. Encore une fois, la frontière a été négociée avec comme critère principal pour le Rwanda qu'on ne touche pas au territoire du Rwanda historique. La Belgique a assez déjà des terres et n'a rien à venir se battre ici pour arracher quoi que ce soit encore au Rwanda ou à l'Allemagne. Donc tout était fait, les documents sont là, les cartes sont là, les traités signés sont là. Donc, du côté de l'Ouganda, l'Ouganda n'a pas de revendications territoriales sur le Congo. L'Ouganda ne veut pas, surtout qu'on avait réussi à déjà faire condamner l'Ouganda à la Cour internationale de justice. Ils sont en train de payer de l'argent aujourd'hui, 325 millions de dollars à la RDC. Et donc le Rwanda n'a pas de revendications territoriales par rapport au Congo. La guerre qu'il y a là-bas, au Rwanda, disons en Ouganda, c'est à la frontière, c'est les tribus locales, voyez-vous, les Hema et les Lendu sur le lac Albert, dans les territoires de Djougou, de Irumu, où il y a des problèmes locaux, etc., des conflits interethniques avec des Maïmaï, des groupes armés, mais l'Ouganda nie toujours. Moi, je ne suis pas impliqué dans ces affaires-là, ça c'est une affaire entre Congolais. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, voilà la déclaration officielle. Donc, il n'y a pas de conflit frontalier. Ceci m'amène à la troisième partie et la dernière, pour dire, voilà, toute la frontière orientale de la RDC. Vous avez la Tanganyika, pas de problème avec la Tanzanie. Le Burundi, on n'a pas de conflit frontalier. Il y a une discussion sur l'enclave de Katumba, je pourrais en parler dans les questions. Avec le Rwanda, les traités sont clairs, les négociations, tout est très bien fait, il n'y a pas de problème. Sur le plan juridique et technique, l'Ouganda, pareil, on n'a pas de problème. D'ailleurs, il y a la semaine passée, les deux gouvernements viennent de mettre en place une commission technique pour continuer à faire la démarcation sur le terrain sur certaines sections
de la frontière RDC et Ouganda. Donc, il n'y a pas de problème. On l'avait déjà fait en 2015 et on avait récupéré certains territoires. C'était une rivière. L'Ouganda prétendait que cette rivière au Faux et au Voura, faisait partie de l'Ouganda, mais arrivé sur place par des techniciens, ils ont constaté que la revendication de l'Ouganda n'était pas fondée, pas du tout. Et la RDC a récupéré cette rivière, a récupéré même un terrain. Mais c'est sur 817 km. Le travail était fait seulement sur 20 km, sur 817. Et donc, il faut poursuivre ce travail de démarcation des postes de borne sur 817 km. Et donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de conflit frontaliers ou territoriaux entre la RDC et l'Ouganda. Sauf au niveau, et c'est une mésentente, mais qu'on pourra régler, au sud du lac Albert, c'est un endroit très marécageux et on ne sait pas par où passe la frontière. Et ça, c'est un problème que les techniciens, avec les techniques modernes, peuvent régler. Au sud du lac Albert, dans le delta de la rivière Semliki, là où la rivière Semliki se jette dans le lac Albert, c'est très marécageux. Il y a des difficultés. Les Belges avaient déjà connu ce problème qui n'était pas réglé jusqu'en 1960, mais aujourd'hui, avec les techniques modernes, on peut régler ce problème. Avec le Rwanda, sur le plan juridique et technique, il n'y a pas de problème. Mais il se pose un problème, c'est la troisième partie, je termine par là, la troisième partie. Je viens de prendre connaissance du rapport établi par le Parlement rwandais, qui a été publié le 3 juin dernier. C'est très récent. Le Parlement rwandais avait mis en place une commission en janvier 2023 pour étudier la problématique des conflits à la frontière entre le Rwanda et la RDC, en fait, dans la région des Grands Lacs. Ce rapport vient d'être publié. C'est un rapport de 159 pages, rédigé en Kinyarwanda. Mais on a pu obtenir un logiciel pour le traduire en anglais. La version anglaise que j'ai lue, en résumé, ça pourrait faire même l'objet d'une autre conférence, le Parlement rwandais falsifie un peu l'histoire et rédige l'histoire à sa manière. Dans les pages 33, 34, etc., que j'ai pu lire, pour le Parlement rwandais, le territoire de Massissi, là où il y a les combats, avec le M23, qui est occupé aujourd'hui par les troupes rwandaises, le territoire de Rutshuru, etc., au nord Kivu, au sud Kivu, le territoire de Uvira et de Fizi, y compris le plateau de Itombwe. Ces territoires faisaient partie, ou font partie du royaume du Rwanda. C'est la colonisation qui est responsable de toute la misère, de tous les problèmes à l'est de la RDC aujourd'hui. Et des députés rwandais ont pris la parole, déclaré au moment du débat de ce rapport au Parlement pour dire oui, nous devons demander au gouvernement rwandais de tout faire pour récupérer le territoire de Rutshuru, de Massissi, de Uvira, Fizi, et pour les annexer au Rwanda. Les déclarations sont là. Le rapport qui est rédigé fait allusion à cela, en disant que le roi Rwabugiri avait conquis le Massissi, avait battu les Baoundés, etc., etc. Bon, ça, c'est l'histoire officielle rédigée par des politiciens rwandais. Et ceci semble coïncider avec les déclarations des dirigeants politiques rwandais, du président rwandais ou de l'officier supérieur Kabarebe à l'époque, qui disait bon, le problème au Congo, c'est parce que c'est pomme de terre. Donc, suggérant par là qu'il y a des problèmes de terre et que la Belgique avait récupéré du Rwanda pour donner au Congo belge.
Mais tant que ça reste au niveau du Parlement rwandais, bon, ça devient un problème interne, parce qu'il y a des diplomates, des anciens diplomates, ou diplomates en fonction de beaucoup de gens qui ont une expérience ici, qui savent que dans l'ordre juridique international, les déclarations d'un Parlement n'engagent pas l'État dans l'ordre international. C'est le président de la République, le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, ça c'est bien écrit dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ce sont ces autorités qui engagent l'État dans les relations internationales. Et donc, tant que le Rwanda, par son gouvernement, n'a pas pris fait et cause, n'a pas endossé seulement et fait des revendications, cela, pour nous, c'est un problème interne. Mais il faut anticiper. On va voir ce qui peut arriver. Parce que les conflits à l'Est semblent, selon le Rwanda, reposer sur le fait la Belgique aurait arraché des territoires du royaume du Rwanda pour les donner au Congo belge, donc à la RDC aujourd'hui. Mais on pourra peut-être en parler dans les débats. Mais sur le plan technique, pour anticiper sur la réponse à ceci, l'Afrique, en cette matière de frontières, est dominée par le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On a créé l'Organisation de l'Unité africaine le 23 mai 1963 à Addis Abeba. L'année suivante, tous les États indépendants, y compris le Rwanda, parce que le Rwanda était déjà indépendant en 1962, étaient au Caire au mois de juillet 1964. Et le 21 juillet 1964, on a pris la décision, tous les États africains, pour dire que s'il nous faut la paix en Afrique, la stabilité et le développement, on ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. Parce que le Maroc contestait déjà la Mauritanie, voulait récupérer la Mauritanie, le Ghana et le Togo, c'était encore des bagarres là-bas, ils ont dit on ne touche pas aux frontières. Et le Rwanda l'avait accepté, en 1964. En 2000, le 11 juillet 2000, on crée l'Union africaine. Aujourd'hui. Le Rwanda était à Lomé quand on a créé l'Union africaine, et dans le traité créant l'Union africaine, on a mis un principe fondamental, cette fois-ci c'est dans un traité international ratifié par le Rwanda, pour dire que l'un des principes fondamentaux de l'Union africaine, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne touche pas. Et le Rwanda a signé pour la deuxième fois. Le 7 juin 2018, il s'est passé un événement à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'était la pose des bornes frontières le long de cette frontière. Et on a posé des bornes en 2018 par une commission technique mixte Rwanda-RDC. Sur 22 km frontière à peu près. Il y a eu 28 km. On a posé des bornes frontières. On a signé des procès-verbaux. Sur la frontière terrestre, cette frontière terrestre, c'est à peu près 60 km, c'est pas beaucoup. Hein. Là où il y a les combats M23, etc., troupes rwandaises. Et on a signé signé des procès-verbaux, posé les bornes en 2018. Les deux gouvernements ont réceptionné ces bornes qui indiquent que à l'ouest, c'est le territoire congolais, et à l'est de cette ligne de bornes, c'est le Rwanda. Le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, et le gouvernement rwandais, représenté par le ministre de la Défense, James Kabarebe, ont signé ce procès-verbal reconnaissant que les bornes qui étaient posées déjà en 1911 par les Belges et les Allemands
cette ligne de bornes marque bel et bien la frontière entre les deux pays sur le terrain. Ce procès verbal est publié dans le livre, vous pouvez le lire. Donc, au moins à 3 reprises, le Rwanda, les bornes frontières, vous avez un exemple là des bornes frontières, vous voyez RDC BF1, BF1 signifie borne frontière numéro 1. C'est une borne qui est là dans la ville de Goma, ceux qui connaissent la ville de Goma vers la Grande Barrière, ils peuvent voir cette borne frontière qui est là. Donc BF1, borne frontière numéro 1. Et donc il y en a 22 comme ça, sur 28 km, sur les 60 km. Et donc cette frontière est démarquée, acceptée. Donc on ne peut pas, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se réveiller aujourd'hui pour prétendre que j'ai des territoires en RDC, avec tout ce que je viens de vous indiquer. Et donc sur le plan juridique, pour moi, la question, on ne peut même pas discuter. Le droit international est fermement établi. Je suis très satisfait de voir la position du gouvernement belge sur le sujet. J'ai suivi il y a quelques mois la déclaration du ministre des Affaires étrangères, la dame Sophie Wilmès, parce qu'elle est toujours au gouvernement, qui disait on ne touche pas à la frontière ou aux frontières de la RDC, la frontière orientale. Elle a même dit qu'on ne peut pas, sous prétexte de facilitation ou de médiation, de dialogue, chercher à remettre la frontière de la RDC avec les États voisins. J'ai reconnu en elle Sa Majesté Léopold II, parce que c'était ça la position de Léopold II. Vraiment, nous avons un partenaire, un allié sur cette question, la Belgique. Et nous sommes fiers de cette position du gouvernement belge en ce qui concerne les frontières de la RDC. Donc, sur le plan juridique, politique, il n'y a pas de conflit qui serait à la base de la crise à l'Est, de la guerre à l'Est. Bon. Si quelqu'un a un problème, le Rwanda ou l'Ouganda, ou c'est pas le Burundi, qu'ils le mettent sur la table, nous allons lui répondre. Le droit international est avec la RDC. Maintenant, quelle solution, terminée, à cette crise qui dure depuis des années et des années? Je n'ai pas personnellement des réponses magiques à cette question. Des réponses magiques. Je voudrais peut-être qu'au cours du débat, que des personnes expérimentées, d'expérience que vous êtes dans cette salle, puissent aussi éventuellement donner des solutions, des réponses à cette question. Mais, moi, je ne peux que tenter des réflexions. Je vais partager avec vous mes réflexions sur le sujet, en tant que la solution. Pour ma part, je voudrais rappeler que les royaumes, les empires des grandes civilisations ont disparu de la surface de la Terre parce qu'à un moment donné, ces royaumes, ces empires n'ont pas pu avoir une force militaire digne de ce nom qui a pu les protéger contre les faiblesses internes et contre les invasions extérieures. Je peux donner l'exemple de mon propre pays, la RDC, avec le royaume du Congo, qui était un royaume bien organisé, structuré, avec la capitale à San Salvador, on en a parlé ici. Et ce royaume, cet État, a été détruit par les Portugais, notamment lors de la bataille de Mouila en 1665. Et le royaume du Congo a disparu. Parce que ce royaume n'a pas pu résister à une puissance militaire supérieure, le Portugal, etc. Donc, comme solution, en termes de réflexion, solution durable, il faut faire 4 choses. Premièrement, la RDC doit bâtir des forces de sécurité et de défense dissuasives. Il faut avoir une armée. Donc la sécurité, première condition. La sécurité, mesdames et messieurs,
débouche sur le développement. Quand vous êtes en sécurité, vous pouvez travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Vous pouvez bâtir une économie créatrice d'emplois et de richesses, parce que vous êtes en sécurité. Jean-Paul II, le pape Paul VI, si vous passez au siège des Nations Unies à Manhattan, à New York, je suis passé là il y a quelques années, vingtaine d'années, j'étais frappé par la phrase de Paul VI qui s'est retrouvée partout dans les couloirs du siège des Nations Unies, je ne sais pas si cette phrase existe toujours, en disant « La paix a un autre nom, le développement. » La paix a un autre nom, le développement. Et donc, si nous avons la sécurité, et si on travaille pour le développement du pays, on a réglé beaucoup de problèmes. Et le développement débouche sur la stabilité. Quand les gens vivent bien, pas le paradis, ils vivent dans des bonnes conditions, il y a la prospérité générale, eh bien, il y a la stabilité des hommes, des institutions, et la stabilité débouche sur la prospérité générale. Donc, sécurité, développement, stabilité, prospérité, comme solution durable. L'armée. Mais pour faire tout cela, mesdames et messieurs, bon, j'imagine qu'il faut qu'en RDC, qu'il y ait un État stratège, un État intelligent, un État conduit par des dirigeants stratèges intelligents, un bon leadership. Et donc, ils vont travailler pour la sécurité, d'abord la sécurité, c'est très important. Il faut l'armée. Après, le développement, pas sombrer dans la corruption, dans le désordre, dans l'anarchie, dans la cupidité. Il ne faudrait pas qu'il y ait des dirigeants cupides, des prédateurs. Donc il faut qu'on arrive à structurer notre développement avec la base comme l'agriculture, par exemple, qui est génératrice des millions et des millions d'emplois à travers le pays. Le développement de la RDC, c'est l'agriculture, ce ne sont pas les mines, par exemple. Bon, on pourra parler de questions de développement. Et sauf que si nous avons la sécurité avec une armée dissuasive, nous lançons dans le développement du pays, qui va déboucher sur la stabilité des hommes et des institutions, et qu'on va ouvrir la voie à la prospérité, eh bien, nous aurons là des instruments pour pouvoir avoir des solutions durables à la crise à l'est de notre pays, comme sur l'ensemble du territoire de notre pays. C'est un schéma qui est incontournable. On ne peut pas échapper à cela. Maintenant, comment créer des forces de défense dissuasives, avoir une armée de nous? Eh bien, aujourd'hui, avec la technologie moderne, les armes modernes, etc., il faut que le gouvernement congolais mette de l'argent dans l'armée, dans les forces de défense et de sécurité. L'une de ces nous. On ne peut pas accepter de voir des gens armés de couteaux et en train de créer le désordre à travers le pays et on est en train de se plaindre. Donc, ce schéma-là, en termes de réflexion, me paraît incontournable pour que nous puissions trouver des solutions durables dans la crise qui secoue notre pays, non seulement à l'est du pays, mais même sur l'ensemble du territoire. Voilà les quelques réflexions que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la solution de la crise qui secoue notre pays et en grande partie les solutions à tous ces problèmes dépendent en grande partie de nous-mêmes Congolais. Nous ne pouvons pas continuer à jeter toujours la pierre aux autres alors que nous sommes responsables de certaines situations qui nous arrivent, mais nous sommes en train de penser que ce sont les autres qui nous emmènent. C'est nous-mêmes qui devons prendre conscience
de nos propres problèmes et du rôle que nous-mêmes, Congolais, nous devons jouer en tant que peuple avec nos dirigeants pour trouver des solutions à ces problèmes. Voyez-vous. Sécurité, développement, stabilité, prospérité. Des dirigeants capables de travailler sur ce schéma-là. Et nous aurons des solutions durables aux problèmes qui secouent notre pays. Je termine le dernier mot pour vous montrer cette carte. Ça, c'est le pays dont nous parlons et que les Congolais aiment. Ce pays, vous voyez ce qu'il est. Vous avez le soleil en abondance, donc l'énergie, qui est le moteur du développement, l'énergie. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, le fleuve Congo comme symbole. Nous avons les hommes et une jeunesse extraordinaire qui travaille. Vous avez la faune, vous avez la flore, vous avez la terre, des richesses, avec le diamant qui est au-dessus là-bas, des richesses. Donc nous avons tout pour réussir notre pays. Nous avons tout. Mais c'est aussi la source de nos difficultés, de nos malheurs, des convoitises. Nous devons être conscients qu'il y a des puissances extérieures qui n'aimeraient pas que le Congo soit stable, se développe pour devenir une grande puissance économique et politique, et qu'il faut maintenir le Congo dans un état d'enfance, d'un enfant sous tutelle, d'un enfant d'une petite république bananière. La guerre à l'Est aussi a comme cause donc l'exploitation de ces richesses. Le président Kagame a déclaré dernièrement en disant « Mais oui, on me dit, voilà, c'est moi le Rwanda, c'est nous, nous exploitons les richesses du Congo, nous pillons. » Mais c'est faux. Ceux qui nous accusent là, mais ce sont eux-mêmes qui pillent les Congo, qui s'enrichissent plus que nous. Il l'a dit officiellement. Je peux vous donner l'interview du président Kagame. Donc voilà tout le problème, il est là. Mais la solution durable à tous ces problèmes, mesdames et messieurs, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne qui viendra résoudre ce problème à notre place. C'est comment protéger ce territoire avec toutes ces richesses, protéger les hommes. Si on n'est pas capable de produire une direction politique éclairée, des hommes qui ne sont pas cupides, des hommes qui ont la volonté de réussir, qui ont bâti un projet collectif, cohérent et dynamique qui mobilise toutes les énergies du pays. Comment on va protéger ce pays-là? Le développer et le rendre prospère. Comment? Et qui va le faire? C'est nous. Il ne faut pas continuer à jeter la pierre aux autres. C'est nous. Le cardinal Malula, l'un des meilleurs intellectuels que nous avons connus dans notre pays, a rédigé un papier en 1965 qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, pour s'occuper des affaires publiques d'un pays, nation, nous devons avoir des dirigeants qui ont le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun et le sens de la justice. Première condition. Deuxième condition, la compétence. Des gens qui ont des compétences, des connaissances requises pour assumer des charges publiques dans un pays. Troisième condition, l'honorabilité et l'honnêteté. Très important. C'est un défi que nous nous lançons, même Congolais, d'avoir cette vision. Sinon, nous allons continuer à avoir un pays qui est là, où de n'importe quel groupuscule vont venir faire des aventures, tuer les gens, s'entasser, des maïmaï à gauche, à droite, et nous n'avons pas de force capable de stabiliser le pays, faire la sécurité, de nous permettre de nous développer, de stabiliser nos institutions et d'amener notre pays, notre peuple à la prospérité.
Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Et encore une fois, je vous remercie pour votre présence nombreuse dans cette salle. Et je reste à votre disposition si vous avez quelques questions à poser pour que nous puissions. Je vous remercie infiniment. Vous êtes tous certainement avec des questions. Il va y avoir plusieurs questions. Je vais laisser un micro se balader dans la salle et je vais peut-être d'abord aussi saluer l'arrivée de Madame Lydia Moutier-Bellé, qui est avec nous, qui a pu nous rejoindre, qui est députée échevine de la ville de Bruxelles. Je vais peut-être lui passer du micro en premier pour qu'elle puisse nous dire un petit mot. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord saluer le professeur Tshibangou, qui est un père pour moi et un mentor, parce que pendant toutes mes études, j'avais l'occasion d'être conseillée par lui, et quand j'ai commencé aussi ma vie politique, il a toujours été à mes côtés. Et à la ville de Bruxelles, on a eu la chance d'avoir, en tout cas pour la première fois, la sortie de ce livre sur les frontières du Congo. Et je pense que c'est important d'avoir des intellectuels qui nous abreuvent d'abord sur la cause géographique de ce conflit qui est oublié. Et je pense que pour que le monde entier puisse entendre parler du conflit rwando-congolais, il faut que nous puissions être informés sur les origines de ce conflit. Et chaque fois que je l'écoute, j'apprends énormément. Et ce cours magistral nous a été dispensé, il nous a vraiment donné des bases. En tout cas, moi, pour mon travail parlementaire, professeur, j'aurais besoin de vous. Et je clôture là mon mot, parce que je pense qu'on n'est pas venu m'écouter, mais on est venu pour être enseigné. Une très bonne matinée à tous. Bonjour professeur. J'ai eu la chance entre 2013 et 2017 d'être présent à Kindu, là où les militaires belges formaient la brigade de réaction rapide. Cette brigade était remarquablement entraînée, et en 2013, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je suppose que oui, cette brigade a réussi à battre le M23 du côté de Goma. Donc, le programme d'entraînement de cette brigade a commencé à Kananga, sous l'égide d'un colonel Somo, juriste, qui avait proposé aux Belges de commencer l'enseignement par les droits et les devoirs du citoyen soldat. C'était une première. Ce que je voudrais simplement souligner ici, c'est que pour former une bonne armée, une bonne magistrature, une bonne police, il faut d'abord former les gens. Les militaires congolais qui ont subi cet entraînement ont prouvé la valeur de ces normes. Alors, je crois qu'effectivement, pour avoir la sécurité dans une région, il faut une bonne police, une bonne justice, une bonne armée. Et sous ce parapluie, je dirais, les gens pourront commencer à développer leur région. Or, pour le moment, je crois que j'en ai été témoin, le fameux général Tango Fort était vraiment l'exemple même d'un général corrompu qui mangeait à tous les râteliers du côté rwandais et du côté congolais. Voilà. Ce serait un souhait, je crois, qui permettrait donc, par l'écolage, par les formations, de former une élite qui serait apte à bien diriger le pays. La réaction? Oui, peut-être prendre la deuxième question. Oui, bonjour mon cher professeur Tshibangou. J'ai énormément apprécié votre exposé. Mon intervention n'est pas nécessairement une question, mais c'est beaucoup plus une remarque. Vous avez insisté sur la nécessité pour un pays, en particulier pour le Congo, vous avez insisté sur la nécessité d'assurer d'abord la sécurité, c'est-à-dire la défense du pays. Et sur la base des éléments dont je dispose, on peut affirmer qu'actuellement, le Congo dispose déjà d'armement et d'une armée, entre guillemets, parce qu'il y a encore une partie des infiltrés rwandais qui sont dans l'armée.
Donc le Congo dispose actuellement d'une armée susceptible de vaincre le Rwanda. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que la guerre qui est menée par le Rwanda n'est pas une guerre uniforme. Derrière le Rwanda se trouvent des multinationales et des États puissants. Et vous savez aussi très bien, je suis certain de cela, que la communauté internationale qui est derrière le Rwanda n'attend qu'une occasion de laisser tomber le gouvernement congolais dans le piège, d'attaquer le Rwanda pour que cette même communauté internationale, sous le prétexte de protéger les populations civiles, aille occuper le Congo. Voilà le piège dans lequel le gouvernement actuel essaye, dans la mesure du possible, d'éviter de tomber. C'est cela que j'avais à dire comme remarque. Le rôle joué par les multinationales et avec le soutien de certaines puissances internationales qui n'attendent qu'une seule occasion pour pouvoir occuper la région du Congo. Merci. Je peux déjà réagir. Oui. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, docteur, pour vos observations. C'est vrai. Moi, j'ai un problème qu'il faut résoudre. Regardez cette carte ici. Et moi, je tiens à remercier, féliciter, à remercier, sans faire de la propagande, moi je suis un scientifique, de féliciter, de remercier les Belges pour ce patrimoine extraordinaire. Incommensurable, pharaonique, pour ce cadeau immense que les Belges nous ont donné. Sans Léopold II, sans les Belges, on ne voit pas comment on allait avoir ça. Ce n'est pas un conquérant, un Matayanv ou un Ilunga Chipita, etc., nous en parlait ce matin, qui a fait ça. Ils nous ont regroupés ensemble. Moi, j'ai toujours pensé personnellement que Léopold II a été créé par Dieu juste pour faire ça pour nous, en Afrique. C'est mon avis personnel. On peut tout dire de Léopold II. Bon, moi, j'ai lu l'un des plus beaux textes rédigés de la main d'un homme, le poète Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. Je vous demande de lire ça. Je connais tout ce qu'on a dit de la colonisation colonialiste. Mais ça, c'est extraordinaire, ça. Comment nous, Congolais, on allait avoir ça? Il faut féliciter les Belges de ça. Et nous devons être dignes et à la hauteur de maintenir ce patrimoine qui est dans un état épouvantable aujourd'hui. Ce ne sont pas les Belges qui viendront régler ça, c'est nous aujourd'hui. C'est pour cela que je suis sévère à l'égard de nous-mêmes, moi-même y compris. C'est un problème de responsabilité collective, docteur. Ce cadeau ici. Très peu de peuples au monde ont ça, ce que nous avons. Et donc ma préoccupation est de savoir, mais que faire? C'est notre responsabilité aujourd'hui. Avoir une armée dissuasive, redoutable, respectée, une puissance de fait extraordinaire, c'est une condition première. Sinon, tout ça, ça peut voler en éclats. Peut se disperser là, créer 5, 6, 7 ou 10 États là-bas, ça va disparaître. Si on n'a pas une force, une élite politique des gens qui peut tenir tout ça ensemble. 254 tribus, 500 dialectes. Il faut tenir tout ça ensemble.
il faut des dirigeants en béton. Bon, j'enlève le mot béton. Donc il faut une élite extraordinaire de pionniers. Bon, je ne vais pas vous parler de Singapour, hein, le leader de Singapour qui en très peu de temps tiré Singapour vers la Lune, vers les étoiles. Mais il a commencé par quoi? La sécurité et la défense. Singapour. N'est-ce pas? Mais Léopold II a commencé par quoi? La force publique, pour tenir tous ensemble. Et donc, quand je dis cela, ce n'est pas pour avoir une armée qui va attaquer les États voisins. Non, on n'est pas là en guerre. On ne peut pas aller agresser les États. Le droit international l'interdit. On ne va pas faire ça. Et quand je demande cela, ce n'est pas pour aller faire la guerre contre le Rwanda, l'Ouganda, n'est-ce pas? On n'est pas là-dedans. Mais c'est pour notre bien à nous, pour qu'on soit respecté. Bon, je ne vais pas parler de notre armée, docteur. Je suis passé par une école militaire. C'est parmi une des meilleures formations que j'ai connues dans ma vie, le collège de hautes études de défense et de sécurité, le CHES à Kinshasa. Je suis diplômé de cette école. Parler de l'armée matin, midi, soir, avec la différence sur ce qu'on appelle la mise en condition de l'armée, la mise en œuvre de l'armée. Je suis passé par cette école, je sais que c'est, quand je te parle. Mais c'est le point de départ. Force de défense et de sécurité. Avoir un État digne de ce nom, pour y arriver, nous avons besoin de dirigeants exceptionnels. Pas ceux qui viennent pour s'enrichir, pour avoir de l'argent, des cupides, des prédateurs. On n'a pas besoin de cela et les exemples doivent venir d'en haut, monsieur. Nous avons vraiment des pionniers, des hommes et des femmes de qualité, engagés, avec la volonté de réussir. Ce ne sont pas des cupides. Donc, encore une fois, je félicite la Belgique. Je sais que la Belgique Georges fait un excellent travail de formation. L'école des officiers de Kananga, qui est devenue aujourd'hui Académie militaire de Kananga. Les Belges sont là en train de former les hommes, partager des expériences militaires, etc. Bon, c'est la voie à suivre. Bon, je sais que le gouvernement actuel, pour la première fois depuis 1960, a mis en place ce qu'on appelle le plan de programmation militaire sur 3 ans avec 1,5 milliard de dollars. Parce qu'il n'y avait rien. L'armée, docteur, quand vous dites que vous avez l'armée, bon, ce n'est pas le lieu pour parler de notre armée ici. Mais nous avons des gros problèmes de ce côté-là. Et maintenant, le gouvernement actuel est en train de faire toutes ces coopérations avec la Belgique. On a formé une brigade vers Kindu, ben on est en train de former d'autres brigades. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va construire les forces de défense, capables d'être déployées sur n'importe quel théâtre d'opération. On apprend qu'il y a des Mombondo, des rebelles dans tel coin du pays, ou les Bakatakata. Tout de suite, là, on projette une force sur le terrain. Bien armée, bien équipée, bien entraînée, qui doit mettre fin aux menaces. Parce que la destruction du pays peut venir des menaces internes, des faiblesses internes, des problèmes internes, pas seulement des multinationales, mais nous-mêmes. Maintenant, si ces multinationales apprennent qu'on ne peut plus encore s'amuser en RDC, et là, les choses marchent bien, on a une armée, des forces de défense capables d'affronter n'importe quelle menace et d'y mettre fin rapidement, vont réguler. Si c'est encore un ventre mou, tout le monde va entrer là-dedans. Ça, c'est incontournable. Aujourd'hui, on dépense des millions, c'est pas des milliards de dollars, pour aller mettre fin aux troubles à l'est du pays, l'argent qu'on aurait pu mettre justement dans le développement, dans la stabilité des institutions. Bon, on est distrait, ça part dans les achats de ceci, etc., de nourrir les troupes au front, mais il faut le faire, les circonstances exigent qu'on puisse le faire, mais il nous faut une armée de forces de défense, de sécurité, il faut impliquer la population. J'ai appris ça à l'école militaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la défense globale. Bon, ce n'est pas seulement les militaires qui doivent régler tous ces problèmes, la population doit être aussi impliquée, associée à la défense du pays, avec l'éducation collective, etc. C'est tout le monde qui doit s'occuper
de la protection de l'État et du pays, militaires, soldats, y compris la population, société civile, nous devons tous être là-dedans, être conscientisés. Défense globale. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Merci, professeur. Une question de M. Kwebe. Oui, merci. Merci, monsieur le professeur. Bonjour. Oui, bonjour, M. Kwebe. Souffrez, monsieur le professeur, que je vous dise mon admiration pour une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure concernant le roi Léopold II. Je suis Mouyansi, de l'ethnie des Yansi. Et chez nous, il existe un adage qui dit que si vous acceptez de vous savonner, vous devez accepter de vous rincer. Donc, si nous acceptons la République démocratique du Congo, dont vous avez prononcé pour lequel vous avez prononcé des paroles extrêmement élogieuses, si nous acceptons ce pays qui s'appelle la RDC, nous devons accepter évidemment son fondateur, qui n'est autre que le roi Léopold II. Or, nous savons tous que pour l'affaire des mains coupées, la réputation du roi a été traînée dans la boue depuis plus de 100 ans. Je pose une question seulement. Qu'on me cite le nom d'un seul fondateur d'empire ou d'un seul créateur de royaume qui n'a pas trempé ses mains et ses pieds dans le sang. Il n'y en a pas un seul. Depuis Josué, le fils de Nun dans la Bible, quand ils sont partis conquérir le pays de Canaan, en passant par Genghis Khan, par Napoléon, par n'est-ce pas, Washington, par les empereurs aztèques, les empereurs allemands, les rois français, les rois anglais, tous ceux qui ont bâti des empires et des royaumes ont dû se salir les mains. Et le roi Léopold II n'a pas fait exception, sauf que tout le monde aujourd'hui, tous les autres fondateurs d'empires sont célébrés comme des héros, tous sans exception. Sauf que le roi Léopold II n'est pas célébré comme héros chez nous, en tout cas au Congo. Et je souhaiterais que, très prochainement, on puisse réhabiliter la mémoire de ce grand roi, parce que nous nous battons pour ce pays-là. Pour en venir à ce pays, monsieur le professeur, j'ai noté que vous n'avez pas cité une seule fois le mot colonisation. Je ne sais pas pourquoi vous avez banni ce nom. Et vous n'avez pas cité le nom, contrairement à M. André Fleury, dont on a suivi l'interview tout à l'heure, vous n'avez pas cité le nom Bantou. Et ces deux absences m'ont interpellé. Pourquoi? Parce que le roi Léopold II a utilisé une logique anthropologique et je dirais même une logique ethnique pour tracer les frontières. C'est là où le bas blesse justement, alors que les Allemands ont utilisé une logique purement géographique, de géolocalisation. Je suis parti à la frontière entre le Congo et l'enclave de Cabinda, à Yéma. Eh bien, la frontière passe au milieu d'un village et d'un cimetière. Résultat, il y a des corps dont la tête se trouve en Angola et les pieds, où ça? Au Congo. Cette logique-là, monsieur le professeur, il faut que l'Union africaine la saisisse et la corrige. C'est la logique ethnique qui aurait dû dicter le tracé des frontières. Et ce n'est pas trop tard. Pour ce qui est du Rwanda, je pense que l'Allemagne s'est bâti un potentiel colonial très important, puisque l'Allemagne avait colonisé le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, aujourd'hui, à l'époque c'était le Tanganyika, le sud-ouest africain, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la Namibie, et puis le Togo. Alors, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie faisaient partie de la Dutch East Africa. OK? Et les frontières de l'État indépendant du Congo du 26 février 1925, c'est des frontières reconnues internationalement. Il y avait, comme vous l'avez dit, 14 délégués, plus évidemment l'ambassadeur américain, le général Stanford. Eh bien, qui n'avait pas le droit de voter, il est venu là-bas comme observateur. Et c'était donc beaucoup plus facile pour les États-Unis de reconnaître évidemment l'État indépendant du Congo, puisqu'il n'avait pas d'intérêt. Et pour ce qui est du roi Léopold II, vous le savez, il est né à Hanovre, il est donc allemand, et en fait Bismarck était un peu son oncle. Et c'est pour cela justement que la conférence de Berlin, la grande question là-bas, c'était le statut du bassin du fleuve Congo, dont personne ne voulait, justement. Parce que Stanley était un Gallois. Pourquoi nous sommes-nous retrouvés belges? Stanley était un Gallois, dont nous devrions être aujourd'hui, les Congolais, nous devrions être une colonie britannique.
Je vais peut-être vous demander d'accélérer pour la question. Oui, je vais accélérer, je vais terminer. Voilà. C'est tout simplement parce que les terres ramenées par le roi, par Stanley, personne n'en a voulu, sauf le roi Léopold II. Une deuxième raison d'être reconnaissant envers ce roi-là. Et donc, si nous voulons régler le problème entre le Rwanda et le Congo, il nous faut appliquer un paradigme ethnique et non pas purement géographique avec des bornes et tout ça. Nous n'en sortirons pas. Le roi Léopold II était un grand philanthrope. Il a compris qu'il faut d'abord respecter l'homme. Alors que les Allemands, ils prennent un équerre, ils prennent une règle et ils tracent une frontière, quel que soit l'endroit où la frontière passe, eux, ça c'est pas leur affaire. Et donc, c'est la logique ethnique qu'il faut appliquer. Et quand vous appliquez la logique ethnique à la frontière entre le Congo et le Rwanda, vous avez tout de suite la solution. Puisque le territoire qui est aujourd'hui contesté par le Rwanda appartenait à qui? Aux Houndés, qui sont des Congolais, des Bantous. Voilà, merci beaucoup. Oui, je vais réagir à des interventions de mon grand frère Québec Impélé, que je remercie. Je suis content de voir Québec dans la salle. C'est notre aîné qui a fait beaucoup de choses à la Voix du Zaïre à l'époque. Oui. Bon, mais je commence par la dernière intervention sur la question de la responsabilité. Je parlais pas longtemps avec un ami belge qui est dans la salle, il va se reconnaître lui-même sur cette question. Mais quelle est la différence entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande? C'était un même peuple, parce que vous parlez des ethnies. C'était un même peuple. Mais qui, à un moment donné, pour des raisons géopolitiques, a été divisé en deux parties. Alors, vous avez la République fédérale d'Allemagne, d'un côté, qui s'est développée à une vitesse extraordinaire. La République fédérale d'Allemagne, avec capitale Bonn. Et de l'autre côté, vous avez la République démocratique allemande, un même peuple, etc., qui avait d'énormes difficultés pour le développement. Et les jeunes Allemands de l'Allemagne de l'Est tentaient le jour de sauter le mur pour aller à l'Ouest. Moi-même, je suis passé à Berlin, le célèbre Checkpoint Charlie. Vous allez visiter Checkpoint Charlie, le mur là, il y a encore le mur là-bas, c'est la même chose. Mais quelle est la différence? C'est le même peuple. C'est parce qu'à l'Ouest, on avait des dirigeants extraordinaires, dans un climat de liberté, avec le Konrad Adenauer et les autres, qui ont travaillé d'HP avec un cap, avec des objectifs, avec la volonté de réussir remarquable, qui ont mis en mouvement toutes les richesses, potentialités, pour développer leur pays. La sécurité assurée par l'OTAN, par les États-Unis, question réglée, se sont concentrés sur le développement qui a amené la stabilité pendant des décennies et des décennies, avec les mêmes hommes, les mêmes forces politiques à la tête du pays, et s'entraîner une prospérité générale. Tandis que de l'autre côté, c'était le communisme, les plans, etc., en train de patauger, etc. Voyez-vous. Mais c'était quoi? C'est question d'avoir des bons dirigeants. Vous n'avez pas de bons dirigeants, vous n'irez nulle part, monsieur. Les problèmes sont créés par les hommes, et ce sont les hommes qui doivent résoudre ces problèmes. Ce n'est pas Dieu qui va tomber du ciel. Les problèmes des Congolais seront résolus par les Congolais. Ce n'est pas dans les églises des réveils, les pasteurs, les pays qui crient matin soir. Vous n'allez pas résoudre ce problème. C'est des dirigeants. La volonté de réussir. Pas des gens cupides qui n'ont aucun sens du bien commun, de l'intérêt général, qui n'ont aucun projet collectif, qui viennent là, c'est d'abord pour penser à eux-mêmes, et pas au peuple. La sécurité, ils ne connaissent pas ce que c'est. Le développement, ils ne connaissent pas ce que c'est. On leur parle du développement, on leur parle de l'agriculture, ça reste au niveau des slogans. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il faut une économie prospère, qui crée des richesses, pour justement financer la sécurité. Il y a une relation dialectique entre la sécurité et le développement. Il faut une économie qui produit des richesses pour financer la sécurité, et la sécurité qui vient
protéger le développement, protéger l'économie, etc. C'était une relation dialectique entre les deux. Et en ce moment-là, nous allons vers la stabilité et vers la prospérité. Donc les dirigeants, les hommes, c'est indispensable. C'est des qualités. Je m'associe aux considérations de Québec Impélé à propos de Sa Majesté Léopold II. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne le dis pas par propagande. J'ai su rester pendant 10 ans dans les archives belges, les sources primaires, aux 4 bras, là, aux archives des affaires étrangères, pour voir comment on a tracé cette frontière-là. J'ai vu des chèques signés de la main du roi Léopold II. Signe, son argent, personne ne signe les chèques pour payer les officiers qu'il a envoyés en Afrique. Pas l'État belge, lui, signe chèque avec son argent. J'ai vu des chèques. Et c'était pour faire quoi? Bon, nous avons les résultats aujourd'hui. Et donc, dans mon livre, ici, je fais une dédicace à Léopold II, le fondateur. Je saluais l'œuvre de Léopold II en Afrique. Je l'ai mis par écrit, M. Québé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, il faut donc... chaque homme, il n'y a pas que la partie ombre, mais il y a aussi beaucoup la partie lumière. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ce que les Belges ont fait, c'est extraordinaire. Je vois les Belges qui... à l'époque, il n'y avait pas de 4x4 ou des hélicoptères, etc. Pour aller faire ces frontières là-bas. C'était avec des porteurs congolais, ils étaient là, en train des chariots à bœufs, etc. Pour sillonner les brousses là-bas. Je vois le commandant Bastien qui est bloqué vers Irumu en pleine forêt, en pleine brousse. Il n'y a pas de serveur. Les Banandes, vous parlez de... Les Banandes qui fuient, ils n'aiment pas être porteurs. Il est resté là en pleine brousse. Il ne sait pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de porteurs. Bon, il a fallu qu'on aille chercher les porteurs à Zanzibar. Voyez où se trouve Zanzibar pour les amener au Nord Kivu, pour que le commandant Bastien, Mercier, travaille pour cette frontière-là, justement vers Rutshuru, Bunagana, ce qu'on en parle. Et donc, ces gens ont travaillé dans un environnement extraordinaire. C'est des pionniers. Pour moi, il faut même un film, il faut mettre ça, un grand film, pour montrer ce travail qui a été fait pour délimiter ces frontières, etc. Et donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut reconnaître, nous, Congolais, ceux qui ont l'idéologie décoloniale peuvent faire leur travail, il n'y a pas de problème. Mais c'est une idéologie. Mais nous qui voyons quotidiennement ce cadeau extraordinaire que Léopold II et les Belges ont créé avec ce territoire immense dont nous sommes fiers, et tous les Congolais aujourd'hui, personne n'accepte qu'on arrache un centimètre carré. Mais il y a quelqu'un qui a fondé tout ceci. Il y a des hommes, des femmes qui ont fait ça. Il faut reconnaître leur mérite et je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais vous dire que, vous savez, la question des frontières africaines, c'est très compliqué. Vous savez, c'est vrai. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas refaire les frontières. Il ne faut pas y toucher. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas toucher aux frontières africaines. Nous avons adopté cette règle qui est bien. Mais dans des cas où deux États peuvent se mettre d'accord pour rectifier telle ou telle section de la province de manière pacifique, de discussion, oui, peut se faire. Nous l'avons fait avec la Zambie. Nous l'avons fait avec la Zambie, M. Québé, sous Mobutu. Les Belges, cette partie ici, les Belges et les Anglais n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Peut-être qu'il faut voir ça sur une autre carte. N'avaient pas réussi à régler le problème de la délimitation entre le lac Mweru et le lac Tanganyika. C'était très compliqué à l'époque. L'interprétation des frontières à l'époque, de traités qui étaient conclus, posait beaucoup de problèmes. Et les Belges et les Anglais n'avaient pas réussi à régler ce problème. J'en parle dans la carte, c'est ça. C'est cette frontière que vous voyez ici. Elle est là. Ça part de là. Cette frontière ici, qui va jusque... vous avez là le lac Mweru, qui est là, et vous avez le lac Tanganyika. Ce tronçon ici, c'était réglé. Bon.
Mais là, à partir du lac Mouero, de l'autre côté, pour arriver à Cap-Vert, ils ne se sont pas mis d'accord. Jusqu'à 1960. Ils ont contesté le traité de 1894, signé là-bas, qui avait beaucoup d'incertitudes et d'anomalies. Mais la question a été réglée en 1989 par Mobutu et le président Kaunda. Cette partie-ci, vous voyez là, ici. Ils ont réglé ce problème en faisant ce que vous venez de faire, ce que vous venez de dire. Ils ont dit, bon, on ne va pas faire comme à l'époque coloniale. Ici, dans les cartes, vous voyez que cette ligne, c'est une ligne droite. Ben, ce n'est plus une ligne droite, hein, depuis 1989. C'est une ligne brisée, brisée. Et donc, on a fait en sorte que, là où il y a un village zambien, avec des populations zambiennes, on dévie la frontière pour laisser les villages zambiens en Zambie. Mais là où il y a des villages congolais, si la frontière passe au milieu de ce village, eh bien, il faut dévier la frontière pour laisser les villages congolais au Congo. Ce sont les Babemba qui habitent le long de cette frontière ici. Mais ça, c'est deux États voisins, pas dans une ambiance de conflits, de guerre, des armes, qui essayent d'interpréter le traité qui était déjà signé. Ils reconnaissent le traité, qu'il est valable, mais qu'il y a des difficultés de tracer la frontière sur le terrain en appliquant strictement le traité. Il faut des aménagements, se mettre d'accord pour faire ça. Ça ne pose pas de problème. On l'a fait. La Zambie et le Zaïre à l'époque, la RDC, et on a posé maintenant, il est resté la démarcation, on a posé de bonnes frontières. J'en parle dans le livre, en 2021, après l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, on a trouvé une solution entre les deux gouvernements. On a déjà posé, c'est 205 km, hein, ce tronçon ici, 205 km, on a posé sur à peu près 186 km, on a posé les bornes, les frontières, et le reste 16 km, parce que c'est des marécages, c'est des conflits là-bas, pour savoir comment est-ce qu'on va poser une borne dans l'eau, dans ces lacs. C'était très compliqué. Alors ils ont retardé la solution, mais ça va se faire prochainement, j'espère. Et donc il n'y a pas de souci. Mais remettre en question les frontières pour commencer à suivre les déviations ethniques, tribales, ça sera insoluble. Personne ne sera compté encore qu'au sein d'une même ethnie, ce n'est pas l'harmonie parfaite. Les gens se battent, se disputent pour un oui ou pour un non, donc c'est très compliqué. Vous avez l'exemple, contre-exemple en Somalie aujourd'hui. La Somalie, c'est un même pays, hein, un même peuple, Somalie, de part et d'autre. Mais regardez ce qui se passe en Somalie, c'est le peuple somali. Vous voyez les problèmes en Somalie, c'est le même peuple. Je peux dire la même ethnie. Donc c'est pas une garantie. Et donc vous avez là les frontières, vous voyez les bornes, ZM signifie Zambia, donc, qui ont été posées dernièrement, il y en a ici, c'est l'exemple de type de bornes frontières qui ont été posées récemment sur le tronçon là. Et donc on est en train de régler les problèmes, à l'amiable, pacifiquement, etc. Mais il ne faut pas remettre en cause les frontières africaines. L'Afrique va brûler, ça c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Oui, merci beaucoup Jacques, merci beaucoup à notre petite fille. Non, nous sommes dans un monde où on ne peut pas prêcher la pensée unique sur Léopold II. Donc, chacun prend Léopold II par le bout qu'il veut prendre Léopold II. Bon, on ne va pas avoir l'unanimité. Mais moi, à titre personnel, de voir les recherches que j'ai menées, je vois comment Léopold II a souffert en 1906, hein, déjà à partir du mois de décembre 1906, quand les grandes puissances voulaient lui arracher le Congo, c'était pathétique. Pendant 3 semaines, je ne sais pas si Léopold II dormait. Il a appelé des collaborateurs pour leur dire, mais attention, vous ne pouvez pas céder le Rosizi, justement, cette partie-là aux Allemands. Nous parlons aux Allemands. Il était intransigeant. Il ne voulait pas qu'on touche
Maître Chibabois, je salue, qu'on touche aux frontières du Congo. Ça, c'était... À l'époque, il avait déjà cédé le Congo à la Belgique, hein, mais comme le père d'un bébé, il avait toujours, ça veut dire que son bébé qu'il a laissé, comment on va l'éduquer, etc. Et donc, moi, je suis favorable à ce que Léopold II soit réhabilité. On ne va pas effacer l'histoire du pays. Je vois son monument qui était là où il y a pour ceux qui connaissent Kinshasa, on m'a dit que c'est là où se trouve aujourd'hui le monument de Kabila Musée, devant le palais de la Nation, qu'on a déboulonné, mais qui est gardé dans un parc quelque part. Eh bien, mais il faut, pour moi, il faut réhabiliter Léopold II. Bon, Léopold II a peut-être des problèmes avec certaines opinions ici en Europe ou en Belgique ou ailleurs. Mais nous, au Congo, nous avons d'autres préoccupations, d'après ce que je vois. On a d'autres préoccupations. C'est vrai que Léopold II est dans l'histoire du Congo, mais il n'est pas dans la mémoire du Congo, parce que les générations sont passées, etc. On ne voit pas ça. C'est nous, les scientifiques, qui essayons maintenant de rétablir la vérité historique, n'est-ce pas, et de dire aux uns et aux autres que Léopold II, ce n'est pas un monstre qu'on nous présente, il a coupé les mains, il a ceci, encore que certaines versions disent que les mains coupées, là, c'était des lépreux devant une maison, une léproserie, que ce n'était pas des gens coupés. Bien sûr qu'il y a eu des atrocités, ce n'est pas diable. Le roi, Sa Majesté Philippe II, en a parlé dans son discours à Kinshasa, qu'il y a eu des exactions, pour reconnaître la place de l'histoire, pour ne pas falsifier l'histoire. Bon. Mais il faut éviter de sombrer dans la propagande négative, sans preuve, historique, etc. Donc, ce n'est pas la pensée unique, mais moi, ma pensée à moi, bon, c'est que Léopold II mérite d'être félicité, d'être reconnu, respecté pour l'œuvre qu'il nous a laissée au Congo. La RDC aujourd'hui, c'est son œuvre. Sans lui, on ne sait pas comment on allait avoir le Congo d'aujourd'hui. Ça n'est pas surgir comme ça de la carte du monde de nulle part. C'est gens qui ont travaillé. Et donc, il y a des héros qui ont tué, massacré, brûlé, qui sont décorés. On passe comme des héros. Ils ont fait la guerre, ils sont célébrés, des héros. Mais c'est des tueurs. Plus il a tué, plus il a des conquérants, ils sont célébrés. N'est-ce pas? Mais on oublie ça. Donc, bref, je suis d'accord que puisse reconnaître à Léopold II la place qu'il mérite dans l'histoire du Congo. Et qu'on reconnaisse cela et que nous, Congolais, et la meilleure façon de célébrer Léopold II au Congo, c'est de protéger à tout prix le patrimoine qu'il nous a laissé. Ça, c'est très important. Bon, pour les nuls, c'est vrai qu'il faut enseigner ça, voir dans les manuels scolaires, comment introduire le programme, tout un chapitre. Je vais rencontrer le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Je lui avais demandé un rendez-vous. Elle m'a fixé le rendez-vous hier à 13h, mais hier à 13h, j'étais ici. J'ai demandé à son secrétariat de m'excuser auprès de son Excellence, Madame la ministre d'État de l'enseignement primaire, que je vais la rencontrer à mon tour de Bruxelles. Et donc, merci beaucoup. Jacques, je vais évoquer la question avec elle, pour voir dans quelle mesure, donc vous n'avez pas parlé en l'air, il y a une oreille attentive qui a capté ça. On pourra voir dans les manuels de l'histoire qu'on va enseigner à nos jeunes, école primaire, secondaire, comment introduire un chapitre sur la création du territoire congolais, frontières. On peut enseigner cela assez facilement. Si le ministre est d'accord, on pourra voir comment régler. Et donc, on peut faire un manuel d'enseignement pour permettre aux enseignants de tirer les éléments qu'ils peuvent mettre dans leur cours au niveau de l'école. Parce qu'il faut enseigner ça. Ils ne connaissent pas. Il faut enseigner ça. Moi, j'ai vu un ministre, député, ministre et député, quand je présentais cet ouvrage à Kinshasa, il était là. Il est passé à la télévision pour dire, mais je viens d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Un ministre en fonction, député. Mais grâce à ce livre, je viens de découvrir
quelque chose que je ne connaissais pas. Il l'a dit publiquement. Et qu'est-ce qu'il ne connaissait pas? Je vais peut-être vous le montrer. Ce qu'il ne connaissait pas. Bon. Ça ne marche pas. Alors, ce qu'il ne connaissait pas, c'est l'île d'Mbamou, qui est en face de Kinshasa, vers l'aéroport d'Indili, etc., entre Brazzaville et Kinshasa, l'île d'Mbamou, grande île. Alors, quand j'ai expliqué que cette île appartient au Congo-Brazzaville et pas au Congo-Kinshasa, depuis 1908, il était surpris. Il dit, mais moi, je suis de Bandundu, je passe par là tout le temps avec un bateau pour les choses. Bon. J'ai toujours pensé que cette île nous appartient. Vous voyez comment, avec l'ignorance, on pouvait déclencher la guerre et des conflits avec le Congo-Brazzaville sur l'île d'Mbamou, mais sans savoir que l'île d'Mbamou, c'est pour le Congo-Brazzaville, ce n'est pas pour nous. Et pourtant, le professeur vient nous dire qu'il y a même un traité, un accord signé qui existe, qui donne Mbamou au Congo-Brazzaville. Vous voyez où l'ignorance peut nous amener. Donc, vous vous imaginez, un universitaire qui est avocat, je dis, il ignore. Mais que dire de nos enfants de l'école primaire, secondaire, qui grandissent là? Ils ne connaissent pas ça, Jacques. Et donc, c'est vrai, j'ai noté ça, j'en parlerai avec le ministre, j'informerai les dirigeants de Mémoire du Congo, le président Thierry et Guy Dierkens, les autres, de la réponse de Madame la ministre d'État, et on va vous le transmettre, n'est-ce pas? J'espère que je vais la convaincre. Donc, en résumé, je crois que j'ai répondu toutes choses, les observations de Maître Chiboaba sur la nationalité. Moi, je suis un partisan chaud, pour la double nationalité. Je ne m'en cache pas. J'ai même proposé qu'on modifie l'article 10 de la Constitution. Je l'ai proposé. La société se modernise, les choses évoluent. On ne peut pas rester campé dans l'histoire de nationalité une exclusive. Les Congolais sont partout dans le monde. Et partout où ils sont, ils restent attachés à leur pays, ils ne veulent pas qu'on touche au Congo, etc. Et donc, il faut donner la possibilité à tous ces Congolais de garder la nationalité congolaise avec une autre nationalité. La diaspora congolaise, c'est une richesse. Et donc, il ne faut pas la mépriser ou la détester. Vous ne pouvez pas mettre au monde des enfants et à un moment donné, vous prenez ces enfants, vous les donnez à d'autres pays. Ça n'a aucun sens. Et donc, ils gardent leur nationalité. Et s'ils ont pris d'autres nationalités pour des raisons qui leur sont propres, mais ils ne peuvent pas perdre la nationalité congolaise. C'est mon avis personnel, je suis prêt à le défendre. Merci beaucoup. Voilà. Encore une fois, merci infiniment pour m'avoir consacré beaucoup de temps ici pour partager avec vous. Et encore une fois, merci pour Mémoire du Congo, pour cette occasion unique que vous m'avez donnée de m'exprimer sur un sujet aussi important. Merci tous les amis qui sont venus. Merci à Léopold, à tous les Belges ici présents et ceux qui sont absents pour ce cadeau merveilleux qu'on appelle la RDC, le territoire de la RDC que vous avez donné. Merci infiniment. Un grand merci, professeur. Merci à vous tous pour la présence et à très bientôt. Et merci pour cette riche conférence. Cher professeur.